Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver. Bienvenue sur le plateau de Ce soir ou jamais pour cette première émission de la saison, une rentrée considérée d'ores et déjà comme catastrophique. Jamais la confiance des Français dans leurs dirigeants, leur économie ou leurs institutions n'a semblé aussi mince. En plus, Valérie Trierweiler vient de sortir un livre. Alors, s'agit-il de la rentrée la plus catastrophique de toute l'histoire de la Ve République? On en débat ce soir avec Jacques Attali. Vous êtes écrivain, économiste, président de Planète Finance, une fondation qui finance, conseille et forme près de 10 000 institutions de microfinance. Vous êtes également le président du mouvement de l'économie positive qui se réunit au Havre dans 15 jours et où il y aura Hélène MacArthur, Mohamed Yunus, Edgar Morin, Richard Branson, Jimmy Carter, Joseph Stiglitz et tous ceux qui veulent faire émerger une société positive comme vous. J'ajoute que vous soutenez la ligne politique de François Hollande et de Manuel Valls. Vous avez dit dans les Échos qu'ils avaient raison de garder le cap. Vous avez dit également qu'il leur restait peu de temps pour prendre les bonnes décisions. Le budget doit être présenté à la fin de la semaine prochaine. Robert Hue, vous avez été à la tête du Parti communiste français pendant 10 ans. C'était au temps de la gauche plurielle, socialistes, communistes, radicaux, verts et mouvement des citoyens ensemble dans la majorité pendant 5 ans. Aujourd'hui, vous êtes président du mouvement progressiste, sénateur du Val d'Oise. Vous êtes resté proche de François Hollande et vous publiez « Les partis vont mourir et ils ne le savent pas ». Ils ne remplissent plus, dites-vous, leur mission démocratique. Il faut qu'ils meurent pour que soit revivifiée la politique. Cécile Philippe, vous êtes économiste, vous dirigez l'Institut Molinari et vous publiez dans quelques semaines « Trop tard pour la France » avec un point d'interrogation. Vous nous expliquerez ce que vous en pensez tout à l'heure. Alexandre Vitry, vous êtes écrivain. Alexandre de Vitry, vous êtes écrivain. Vous êtes l'auteur de L'invention de Philippe Muret, un essai sur l'écrivain disparu en 2006 et d'un roman intitulé La conquête de l'Alsace, paru avant l'été. Il fait le portrait d'un repenti de gauche, un jeune militant qui perd brutalement ses idéaux. Étienne Chouard, vous êtes professeur de droit et d'économie dans un lycée de Marseille. Vous avez mené une campagne sur Internet très suivie contre la Constitution européenne lors du référendum de 2005, ce qui vous a valu d'être classé par Le Monde et le Nouvel Obs parmi les 15 blogueurs les plus influents du pays. Vous avez depuis lancé un site, le Plan C, qui affiche à ce jour plus de 4 780 000 visites. Vous nous direz ce que propose le Plan C tout à l'heure. Coralie Delhomme, vous aussi, vous tenez un blog intitulé La Reine nue. Vous êtes l'auteur d'Europe, les États désunis. L'européisme, d'après vous, est devenu une idéologie qui a remplacé toutes les autres. Mara Goyer, vous êtes professeur d'histoire-géographie et l'auteur de Tombeau pour un collège et de Collège brutal. Vous avez donc l'habitude des rentrées difficiles. Là, vous publiez Jules Ferry et l'enfant sauvage. C'est sous-titré Sauver le collège. Et j'ai l'impression, pour l'avoir lu, que tout ce que vous recommandez aux professeurs, vous pourriez le recommander à nos dirigeants politiques. Enfin, Marcel Gaucher, philosophe, historien, vous avez publié vous aussi cette année un livre sur la transmission intitulé Transmettre, apprendre. Également rédacteur en chef de la revue Le Débat, vous sortirez le prochain numéro le 2 octobre sous le titre Droite-gauche, la déliquescence, un numéro dans lequel vous vous montrez particulièrement sévère avec le président de la République, que vous dites disqualifié dans l'exercice de sa fonction, et avec le Parti socialiste, décrédibilisé, dites-vous, en tant que force politique. Alors commençons tout de suite par cette rentrée, ou commençons plutôt par voir quelques extraits télévisés de cette rentrée. Rentrée complètement plombée par les très mauvais chiffres de notre économie. Croissance nulle, hausse du chômage et du déficit public. C'est la sortie du livre Coup de poing de Cécile Duflot, ex-ministre de François Hollande. Elle signe une charge violente contre le chef de l'État, un mec de gauche qui tient des discours de droite, dit-elle. Si nous n'arrivons pas à mettre le peuple en mouvement, alors le pire est probable. Le gouvernement de combat promis par Manuel Valls n'a duré que 5 mois. Il n'a pas résisté à la fronde d'Arnaud Montebourg. Si j'avais à faire une phrase de fin, je dirais qu'il faut savoir quitter la scène quand on ne sait pas jouer plus longtemps la comédie. Et puis maintenant, on voit bien que ce nouveau gouvernement, c'est la dernière étape avant le chaos. Sondage coup de tonnerre, on peut le dire comme ça, un sondage cataclysmique pour François Hollande. 13% pour François Hollande, moins 5 points par rapport à juillet. Le Premier ministre n'est pas épargné, 30%,
14 points en moins en 2 mois. Les nuages noirs s'accumulent au-dessus du gouvernement et de François Hollande. Aujourd'hui, c'est un homme, Thomas Thévenoud, qui symbolise ce nouveau coup dur. Il n'est resté secrétaire d'État que 9 jours avant d'être forcé à la démission pour indélicatesse avec le fisc. Il était pourtant un pourfendeur de l'évasion fiscale. Vous en avez forcément entendu parler depuis ce matin. Son ex-compagne Valérie Trierweiler prend sa revanche en quelque sorte en racontant son histoire personnelle avec le chef de l'État. Le président serait obsédé par sa cote de popularité. François Hollande tient à sa popularité comme à une drogue dure. À chaque nouveau sondage, je le vois se décomposer. Il a besoin d'un coupable qui explique son décrochage. En réalité, le président n'aime pas les pauvres. Lui, l'homme de gauche, dit en privé les sans-dents. Très fier de son trait d'humour. Sur le web, les sans-dents, c'est maintenant et surtout, c'est un peu tout le monde. Pas moins de 60 000 occurrences ces 48 dernières heures, ce qui fait que ce matin encore, c'est parmi les sujets tendance de Twitter. Tous les amateurs de Photoshop ont sorti l'outil gomme pour édenter des stars d'Hollywood comme le locataire de l'Élysée. Sans-dents, ce sera le casse-toi pauvre con de Sarkozy, analyse beaucoup de commentateurs. Ça va le plomber durablement. Alors nous reviendrons sur la politique et l'économie, mais commençons par la plus grosse surprise de la semaine. Hein. C'est la parution du livre de Valérie Trierweiler. C'est quelque chose de totalement inédit dans l'histoire de la politique française. Quelles conséquences ça peut avoir, Jacques Attali ? Franchement, ça m'intéresse pas trop. Hein. Ça me paraît, vu l'ampleur des problèmes du monde d'aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Afrique avec l'Ebola, ce qui se passe avec le chômage à travers le monde, une crise financière épouvantable, un gouvernement qui n'a pas pris de décision. Vous me permettrez de ne pas parler de la rentrée littéraire, en tout cas pas sur ce livre-là. Oui, il y a une rentrée catastrophique, c'est la rentrée littéraire. Pour le reste, la rentrée est décevante parce que les décisions n'ont pas été prises et elle est inquiétante. Attendez, ça on va en parler, on a 1h30 d'émission pour en parler. Ouais, mais là, vous ne pouvez pas penser une seconde que ça n'aura pas de conséquences. Je crois que ça n'en aura aucune. Ça aura autant de conséquences qu'une couverture de magazine qui sera remplacée par une couverture de magazine dans une semaine. Marcel Gauchet ? Je crois que ça aura des conséquences, on ne peut pas les mesurer, on ne peut pas les anticiper surtout. Évidemment, notre réaction à tout, c'est de dire ça n'a rien à voir avec la politique. En pratique, dans le monde où nous vivons, la montée des affaires privées, de la dimension du privé est telle que c'est par l'intermédiaire de la personne privée que sont de plus en plus jugées les personnes politiques. C'est pour ça qu'il y a une vraie curiosité du public autour de ce livre. Quand vous êtes dans un monde où les frontières politiques, les clivages s'estompent, ce sont les personnalités qui prennent le dessus. Et comment juger d'une personnalité mieux qu'au travers de son existence privée? Donc de ce point de vue-là, ça marque une date dans l'évolution de nos régimes, à mon sens. Robert Hue ? Écoutez, moi, ce livre, beaucoup de monde va le lire, donc ça va devenir un événement. Parce que quand une idée s'empare des gens, elle devient là. Une force, comme disait Marx. Non, je crois que ces idées sont pas bonnes, mais le problème qui se pose, c'est que c'est un désastre pour la politique. Parce que la politique apparaît à travers ce type d'événement. C'est désastreux, c'est ce qui m'a conduit à écrire que les partis politiques étaient dans une voie crépusculaire. Parce que aujourd'hui, les gens, ils disent si c'est ça la politique. Alors c'est vrai qu'il y a cette dimension du privé qui est très importante, qui prend une dimension énorme. Mais moi, je suis atterré des dégâts qu'il y a sur le rapport à la politique, entre les citoyens et la politique. Et je dis ça, c'est en plus quelque chose qui va aggraver la situation. Je suis extrêmement inquiet. François Hollande, d'ailleurs, aujourd'hui même au Pays de Galles, au sommet de l'OTAN, senti obligé de réagir en disant que d'abord il ne faut pas s'attaquer à la fonction présidentielle et puis à cause de cette accusation de ne pas aimer les pauvres. On écoute la réaction du président de la République. Je n'accepterai jamais, je dis bien jamais, que puisse être mis en cause ce qui est l'engagement de toute ma vie. Je dis bien de toute ma vie, de tout ce qui a fondé ma vie politique, mes engagements, mes responsabilités, les mandats que j'ai exercés. Je ne vais pas laisser mettre en cause la conception de mon action au service des Français, et notamment de la relation humaine que j'ai avec les plus fragiles, les plus modestes, les plus humbles, les plus pauvres,
parce que je suis à leur service et parce que c'est ma raison d'être. Tout simplement ma raison d'être. Margoyer. Non, ce que je trouve très intéressant dans cette histoire, c'est l'idée d'aimer les pauvres. La semaine dernière, Manuel Valls aimait l'entreprise. Le président aime-t-il ou non les pauvres? Enfin, on est vraiment dans la civilisation du like de Facebook. Qu'est-ce que ça veut dire? On aime les pauvres, l'entreprise, la peinture flamande, le navarin d'agneau. Enfin, c'est atterrant quand même comme personnalisation de la politique. Il aime pas. Quoi. Mais l'accusation est grave, vous l'imaginez bien, pour un président de la République. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas aimer les pauvres? Est proférée par une femme qui a été sa compagne de nombreuses années, qui était la première dame il y a encore 6 mois. Non, mais il dirige le pays, il le gère, mais après la question... Mais je vois même pas ce que ça représente, cette idée. Cécile Philippe. Là, finalement, je me retrouve perdue entre tout le monde dit des choses qui sont effectivement pertinentes, parce que est-ce que véritablement ça va avoir un impact à long terme? Oui, je pense que ça en a, dans le sens où aujourd'hui, le président, on attend au moins de lui d'être capable de donner une vision de quelque chose pour la France dans une situation financière, économique, sociale hyper dure, et que par conséquent sa crédibilité est extrêmement importante dans un moment comme celui-là. Or, justement, ce type d'événement, ça n'aide pas à forger une vision et puis à emporter l'adhésion de la population française. Donc c'est pas bon, ça c'est sûr. Mais en même temps, effectivement, il est le président. Le plus important, c'est ce qu'il fait, pas ce qu'il dit. J'ai envie de dire, et je trouve qu'on devrait beaucoup plus se focaliser sur ce qu'un président est capable de faire et dans la réalité de ce qu'il va pouvoir impacter, plutôt que sur les discours, parce que je trouve que c'est ça le problème, c'est qu'on est dans une présidence du discours. Je trouvais qu'on était déjà sous Sarkozy avec le même problème, c'est-à-dire que ça parle, mais quand on regarde ce qui est fait, finalement, c'est pas du tout non seulement ce qui avait dit qui serait fait, et puis finalement les conséquences sont pas du tout ce qu'on attendait. Donc ce serait bien qu'on soit un peu plus dans le faire que dans le discours, en fait. Dans le discours privé, là, en plus. Oui, en plus dans le discours privé. Si on publiait toutes les sales blagues qu'on fait chacun ici, on serait mal. Enfin, je crois qu'il y a un droit quand même imprescriptible à faire des sales blagues en privé. Sa blague en plus n'était pas drôle, c'est ça le pire. Mais s'il peut pas dire des horreurs chez lui, le président de la République, c'est hallucinant quand même. Coralie Delhomme. Oui, alors personne n'a noté le point positif qui est qu'on parle enfin du mauvais remboursement des soins dentaires. Hier, il y avait un article en une de la presse, merveilleux. Donc moi, ça me rend optimiste. C'est beaucoup mieux qu'au Canada, sachez-le. Pour le reste, je trouve ce bouquin est une véritable saloperie. Vraiment, je le dis comme ça parce que je le pense. Quoi qu'on pense par ailleurs du président de la République, moi, je pense que Valérie Trierweiler a un peu confondu son rôle de femme avec ce qu'elle doit être en tant que personnage public. Et elle a confondu son ex-petit copain avec le président de la République. Il est les deux choses. Mais pour nous, Français, et c'est là qu'elle aurait dû nous épargner, pour nous, il est le président de la République. Et il n'est pas bon que tout ça soit déballé. Vraiment pas. Et quand on se souvient de ce qui s'est passé, par exemple, de la manière dont a agi quelqu'un comme Anne Sinclair au moment de l'affaire DSK, ou à l'étranger, Hillary Clinton au moment de l'affaire Lewinsky, on voit quand même une différence de tempérament et une différence de maîtrise de soi. Étienne Chouard. Je suis d'accord, le fait divers, fait diversion, c'est pas normal qu'on passe tant de temps là-dessus. En fait, il suffit pas d'accuser pour faire la preuve de ce qu'elle elle dit ça, mais elle dit peut-être, elle se venge simplement. Ça n'a aucun intérêt, vraiment aucun intérêt. Ce que fait Hollande est 1000 fois plus grave et... Non, Alexandre de Vitry. Il y a un côté, Jean Edernalier l'avait rêvé, Valérie Trierweiler l'a fait. Enfin, tout le monde a toujours voulu savoir. C'est pas du tout nouveau, moi, je crois. Moi, ce débordement du privé. Jean Jaurès avait des problèmes parce que sa fille faisait sa première communion. Enfin, il y a toujours eu un niveau un peu de bas étage mélangé aux vraies affaires publiques. Enfin, pour moi, c'est un peu un non-événement, même s'il y a une intimité un peu inédite, une proximité au pouvoir qui est un peu nouvelle. En même temps, c'est depuis qu'il y a une presse libre et tout cela, ce type de choses se sont répétées. Enfin, pour moi, c'est pas du tout si nouveau que ça. Bien, passons sur le livre de Valérie Trierweiler. Dieu sait s'il se passe d'autres choses graves en cette rentrée, notamment une partie des socialistes semble dorénavant dans l'opposition au gouvernement, celui-ci étant accusé de ne plus être socialiste. Écoutez, petit rappel des faits, la rentrée toujours catastrophique.
Il y a aujourd'hui un consensus pour arrêter les dégâts de ces politiques d'austérité qui ne produisent aucun effet, sont contre-productifs et en plus sont injustes avec les classes populaires et classes moyennes car ce sont elles qui sont convoquées pour payer la facture de la crise. Et de 3 ministres qui quittent le gouvernement avec Arnaud Montebourg, donc Benoît Hamon et Aurélie Filippetti. La tête de l'exécutif maintient son cap. L'homme qui prend aujourd'hui la tête de Bercy aux côtés de Michel Sapin prône une rigueur budgétaire et une politique en faveur des entreprises. Son autre surnom, le Mozart de la finance. Emmanuel Macron, qui est un socialiste, était le collaborateur. Ex-banquier chez Rothschild, on l'a entendu. Et alors? On ne peut pas dans ce pays être entrepreneur, on ne peut pas être banquier, on ne peut pas être artisan, on ne peut pas être commerçant. La France, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs les entrepreneurs, la France a besoin de vous. Et moi, j'aime l'entreprise. Les chefs d'entreprise sont conquis. Ils se lèvent même pour applaudir. Il est arrivé dans un esprit d'apaisement. Mais à peine avait-il posé le pied sur le quai de la gare de La Rochelle qu'un comité d'accueil hostile l'y attendait. On n'a jamais vu ça dans ce pays où la gauche ne répondait pas aux aspirations des gens. Décidément, ce n'était pas son jour à Manuel Valls. Le matin même, sa ministre de la Justice le défiait ouvertement en allant rejoindre les frondeurs en pleine démonstration de force. La politique, c'est le courage de s'interroger sur la vie dans la cité. La politique, c'est le courage de s'interroger sur les espaces que nous créons pour nous entendre, pour nous comprendre, pour nous disputer et pour nous rassembler. Et je veux y prendre ma part. Et ce matin, j'y ai pris ma part. Il n'y a ni virage, ni tournant. Il y a une ligne, celle de la vérité, de la réforme, de l'efficacité. Je demande à Pôle emploi de renforcer les contrôles pour vérifier que les gens cherchent bien un emploi. La phrase du jour est signée François Rebsamen. La déclaration du ministre du Travail fait fortement réagir dans son propre camp, mais aussi les syndicats. Le ministre affirme que 350 000 emplois ne trouvent pas preneur en France et pointe du doigt les chômeurs qui profitent du système et alourdissent les déficits. Bon, vous allez arrêter de nous embêter, là. Moi, je suis avec Mariam en train de faire des beaux dessins. C'est une rose, non? C'est une... non, ça n'existe plus. Alors on le sait, hein, la gauche au gouvernement a toujours été contestée par plus à gauche qu'elle. Néanmoins, là aussi, est-ce que c'est une situation inédite, Jacques Attali? Est-ce que c'est plus grave que d'habitude? Oui, je crois que c'est beaucoup plus grave que d'habitude parce que ce pays, depuis 20 ans, on peut dire plus, moi je dis 20 ans, n'a plus du tout de direction, de sens, de projet et ne fait rien. Les dirigeants politiques passent leur temps à essayer de durer encore un instant, monsieur le Bourreau, ils ne font rien. Bon, ça peut tenir un certain temps parce que la France est un pays riche, mais là on arrive au bout. On arrive au bout au moment où la France dépense beaucoup plus qu'elle ne peut, enfin l'État, puisque l'État dépense 25% de plus chaque mois que ce qu'il gagne, donc aucun ménage pourrait faire ça. Et on a atteint le niveau limite de ce qui est possible. Et surtout, et ce qui a été dit tout à l'heure est très important, on n'a pas de projet, on n'a pas de vision. C'est quoi la France dans 20 ans? Aucun homme politique. Moi, je suis atterré de ce que vous avez très justement rassemblé ici. C'était des phrases vides. Et si vous aviez ajouté les phrases dites par les dirigeants de l'opposition, c'était aussi vide. C'est une posture. Il n'y a aucune proposition de ce que sera la France dans 20 ans. Il n'y a aucune proposition d'action. Il n'y a aucune action réelle. C'est des mots vides. Et les Français le sentent bien. Ils sentent bien que personne ne s'occupe vraiment d'eux. Personne ne sens à leur effort. Il y a une vraie demande qu'on ressent partout de justice sociale, de beaucoup plus grande justice sociale, qui est d'autant plus nécessaire qu'on est dans l'inconnu. Donc les gens se sentent menacés. Donc il faut ce manque, à gauche comme à droite, de direction, de projet, de rendre fier de soi, fier de ce pays, qui est un pays magnifique, qui a des promesses formidables. Quand on regarde le reste du monde, on se rend compte que la France est un pays extraordinairement privilégié, qui a des moyens magnifiques, mais tellement gaspillés, où les dirigeants depuis 20 ans ne font rien, ni à gauche ni à droite, n'ont pas de projet, pas de vision, pas d'idée. À un moment, ça explose. Et moi, je pense qu'on n'est pas loin de la révolution. À ce moment-là? Oui. Je pense qu'on n'est pas loin de la révolution parce qu'il y a un tel sentiment de rage contre la classe politique, gauche et droite confondues, qui ne sait pas expliquer l'Europe. Moi, je suis pour l'Europe, mais on l'explique affreusement mal. Qui ne sait pas expliquer la francophonie, qui est un formidable projet, qui ne sait pas expliquer l'extraordinaire valeur de notre modèle social, de ce que nous avons construit avec la sécurité sociale, l'ensemble du système français, qui est unique au monde, qui est d'une qualité incroyable. On ne sait pas l'expliquer. Est-ce qu'il ne sait pas expliquer la rigueur non plus? La rigueur...
c'est un mot en l'air. Quand on dépense 57% du PIB par l'État, quand on dépense 25% de plus que ce qu'on gagne, où est la rigueur? C'est pas la rigueur, c'est l'injustice qu'on peut critiquer. Pas la rigueur, il n'y a aucune rigueur. Il y a du gaspillage, un énorme gaspillage. Quand on gaspille 32 milliards pour la formation professionnelle, qui ne va pas à la formation professionnelle. Quand on dépense 42 milliards pour l'aide au logement, qui ne va pas au logement. Et je pourrais continuer. Il n'y a pas de rigueur, il y a un immense gaspillage injuste. Et c'est ça que les Français reprochent. C'est l'injustice et l'absence de sens à l'effort. Alors il y a beaucoup de projets possibles de la société. Moi je suis pour un projet qui soit européen, socialement juste et francophone. Pour moi c'est les grands modèles, évidemment dans un contexte démocratique. Mais il peut y en avoir plein d'autres. Il peut y avoir un projet anti-européen, totalement. Il peut y avoir un projet totalement international. Plein de projets. Mais au moins qu'on en ait un. Ni la gauche ni la droite ne fournit de projet. Marcel Gauchet, là, cette situation, elle vous semble inédite, là aussi, ou en tout cas plus grave que d'habitude. Il y a l'opposition, il y a une opposition de gauche maintenant au Parti socialiste au pouvoir. L'opposition interne du Parti socialiste qui la prend vraiment au sérieux dans le pays. Tout le monde a compris le film. Les députés socialistes qui s'opposent au gouvernement n'ont aucune envie de retourner devant les électeurs, donc ils vont s'opposer pour rien. Ils vont tenir une posture d'opposition. Bon, ça, c'est de la petite histoire sans aucune espèce de signification, à mon sens. C'est le petit jeu quotidien de la politique sans incidence. En revanche, je crois que nous sommes dans une situation, en effet, d'une exceptionnelle gravité, parce que nous n'avons plus la main sur l'histoire que nous traversons. L'impuissance générale, c'est ça le sentiment qui angoisse les gens. En effet, les discours politiques sont vides. Il n'y a pas une idée. La droite et la gauche, de ce point de vue, sont dos à dos. Mais il n'y a surtout pas la possibilité. On a l'impression d'un monde dirigeant incapable de prendre la mesure de la situation où nous nous trouvons. En effet, la politique jusqu'à présent, au fond, c'était très facile. Ça consistait à ouvrir le robinet de la redistribution des revenus. Ça, tout le monde peut le faire. C'est à la portée de tout un chacun. Quand il s'agit, ce que nous sommes contraints de faire, pour toutes sortes de raisons, de fermer le robinet et donc de répartir les sacrifices, c'est un tout autre jeu. Parce que comment voulez-vous ne pas expliquer aux gens pourquoi on va leur faire des sacrifices importants et comment vous allez faire pour faire en sorte qu'ils soient répartis d'une manière juste? De ce point de vue-là, il y a une incapacité politique qui n'est pas que française, elle est générale. C'est à l'échelle peut-être du monde, en tout cas à coup sûr de l'Europe, que nous avons cette impuissance politique et cette incapacité politique des gouvernants qui, de ce fait, sont complètement rejetés par les populations parce qu'ils les voient comme des gens qui s'intéressent uniquement à leur jeu politicien, en réalité dans le sentiment qu'ils ne peuvent rien sur le cours du monde, ce qui est ce qu'on leur demande. Mais comment expliquez-vous ça? Parce qu'on dit ça de toute une génération politique, ce serait une génération comme ça qui n'aurait pas les qualités? Ou est-ce que c'est l'époque qui produit de l'impuissance politique? Encore une fois, la situation antérieure était beaucoup plus facile. Là, nous sommes dans le moment de la difficulté. Et comme nous savons bien, le moment de la difficulté, c'est là qu'on juge les hommes. Oui, et on s'aperçoit que les gens que nous avons élus comme dirigeants ne sont pas préparer le moins du monde, et par le jeu politique, et par les conditions de leur formation, à affronter cette situation. Ils sont disqualifiés par la situation. C'est la situation qui est en cause, dont ils sont incapables de proposer le stress qu'un début d'analyse. Qu'est-ce qui se passe? L'exemple des élections européennes que nous avons vécues il y a quelques mois est extraordinairement significatif. Personne n'a été capable de dire un mot de vérité sur la situation où se trouve l'Europe. Alors, affrontement théorique, on vote vaguement pour des personnalités, des orientations, on ne vote pas, surtout, pourquoi voter? Qu'est-ce qui se passe en Europe? Est-ce que l'Europe, comme je tends à le penser, est un échec tel qu'elle a été mise en place? Est-ce qu'elle est à réformer pour lui faire advenir la promesse qu'elle portait, celle qu'on nous a vendue? Mais de ça, on n'a pas du tout parlé. Et on n'en a pas parlé seulement qu'en France. Partout, le vide total du discours face à une situation dramatique. Parce que nous ne voyons pas ce que peut être notre avenir dans le monde tel qu'il est. Comment n'y aurait-il pas de crise de la politique? Alexandre de Vitry. Il me semble qu'en plus, on pourrait dire que
Dans ce cadre, le discours politique devient quelque chose qui se déconnecte de l'expérience humaine générale et qui a des éléments idéologiques qui continuent de surnager, venus d'anciennes idéologies qu'on pourrait dire socialistes, libérales et autres, mais que cette idéologie-là, contrairement à ce qui a pu se passer dans l'histoire, n'a plus rien à voir avec l'expérience des gens, de petits ou de grands groupes, et que c'est aussi ça le désaveu des populations envers la classe politique. Oui, Cécile Philippe. Oui, je veux dire, je rebondis sur ce que vous avez dit, c'est-à-dire que, en fait, je crois qu'on est vraiment dans un changement de paradigme, parce qu'on a vécu sur cette idée qu'effectivement, on pouvait redistribuer. Alors qu'aujourd'hui, on arrive un peu au bout du système de la production, de la création de richesses, et que finalement, la redistribution, on peut l'opérer que si cette production de richesses s'est opérée. Et comme vous avez un taux de chômage en augmentation, des déficits, alors n'en parlons pas, des dettes qui se sont accumulées, vous avez la protection sociale, effectivement, fabuleux modèle, mais qui est complètement en déficit sur toutes ces branches, et qui en plus a des conséquences extrêmement négatives. Et donc maintenant, vous avez une classe politique, donc vous avez tous ces problèmes économiques. Alors, j'ai oublié de mentionner le plus important, évidemment, le marché du travail, incapable de revenir à des taux inférieurs à 4,5 depuis 1978. Donc ça veut dire que la France vit un niveau de chômage insupportable. Les Français vivent des niveaux de chômage qui sont juste insupportables sur le plan moral, social, économique. Et donc là, on est en 2014 et on a l'impression qu'on est en train de toucher les bouts de ce système, sauf que la classe politique est incapable, j'ai envie de dire, de revenir à ce que Lionel Jospin à un moment disait, l'État en fait peut-être un peu trop, donc l'État ne peut pas tout. Est-ce qu'il faut peut-être se reposer la question justement de ce que peut faire l'État, de ce qu'il ne peut pas faire, et par conséquent on retombe sur cette notion de dépenses publiques, où est-ce qu'il faut dépenser, quelles sont les priorités, et c'est ça cette vision, mais personne ne l'explique aujourd'hui aux Français, et donc on reste dans des sortes de postures, dans des réformettes, on dénoue quelque chose sans voilà, on détricote, voilà, on défiscalise les heures supplémentaires pour les refiscaliser, on fait des tas de petites choses qui n'ont aucun sens, qui ne vont absolument pas changer l'histoire de la France et redonner cette bouffée d'oxygène dont on a tous besoin, là, et renouer avec la prise, là, le contrôle sur nos vies, et l'impression que c'est quand même nous qui menons nos vies et pouvons faire quelque chose. Caroline Delhomme. Je pense qu'il n'est pas inutile qu'on s'attarde sur ce problème de l'Europe, parce que ça me paraît être une des clés pour comprendre la situation dans laquelle on se trouve. Dans la mesure où la manière dont elle a été construite, je ne pense pas que la question soit vraiment de savoir si on est pour ou contre l'Europe, mais la manière dont elle a été construite pose d'énormes difficultés, parce qu'elle a été construite en mode supranational et elle a été construite sur des bases techniciennes. On a voulu créer des institutions techniques dont on a voulu faire en sorte qu'elles soient indépendantes du politique, et des institutions quasi fédérales, ou fédérales même, comme la Banque Centrale Européenne, sans État fédéral. Donc c'est une déprise du politique sur le cours des choses, et une prise de pouvoir de la technique. Avec des institutions, donc encore une fois, comme la Banque Centrale Européenne, qui conduit la politique monétaire littéralement aujourd'hui de la zone euro, avec aussi la Commission, et avec une institution dont on entend moins parler, mais qui a quand même du pouvoir, qui est la Cour de justice de l'Union, et qui prend des arrêts de manière jurisprudentielle, c'est-à-dire d'une manière qui n'est jamais contrôlée par le politique. Donc tout cela contribue nécessairement au discrédit du politique, puisque ça n'est plus lui qui est aux manettes, véritablement. Avec quelques petites différences selon qu'on est dans un État membre ou dans un autre, c'est-à-dire que la situation de la Grèce n'est pas celle de l'Allemagne. Et aujourd'hui, l'Allemagne, elle a mis le grappin sur ses institutions, parce que mine de rien, les États-nations continuent à exister, c'est une réalité, ils continuent à exister, ils ne sont pas morts, et celui-là étant le plus puissant, il a mis le grappin sur un certain nombre d'institutions de l'Union. Voilà. Étienne Chouard. Je pense que c'est une erreur de penser que les politiques sont impuissants ou incapables ou ne comprennent pas, en faisant comme s'ils servaient l'intérêt général, et pour servir l'intérêt général, effectivement, ils ne sont pas bons. Si on renverse la perspective en comprenant que finalement ces gens-là servent les intérêts de ceux qui les ont fait élire, et qui sont les 1% les plus riches de la population, à ce moment-là, c'est pas du tout une catastrophe. Vous parlez de catastrophe, mais c'est une réussite formidable. Tout se passe comme prévu. La sécurité sociale est détricotée, le chômage se porte à merveille, ce qui permet de tenailler les salaires et d'avoir des bas salaires, donc des hauts profits. Donc tout se passe bien, en fait, du point de vue des 1% qui se gavent comme jamais
les banques qui devraient être en prison pour faillite frauduleuse, leurs patrons se font mieux payer que jamais et arrivent maintenant au gouvernement des différents pays. Je trouve que la situation est pas du tout catastrophique pour ceux qui financent les campagnes électorales des élus. Et je trouve que là, de ce point de vue, c'est assez logique. Hollande, il sert les intérêts de ceux qui l'ont fait élire en le faisant passer à la télé, dans les journaux. Et pourquoi une banque achète Libération? Pourquoi une banque achète Le Monde? Pourquoi une banque achète le quart Sud-Est? Pourquoi le Crédit Mutuel achète le quart de la presse quotidienne régionale? C'est pour gagner les élections. Et ensuite, les élus rendent des comptes à ceux qui les font élire. Le problème, c'est que nos élus ne doivent rien aux électeurs. Que vous votiez ou vous votiez pas, c'est pas vous, ce sera un autre. Ceux qui vont voter, c'est ceux qui regardent la télévision, qui sont pas politisés. Il faut qu'ils passent beaucoup à la télévision. Vous regardez les curseurs, c'est incroyable la similitude qu'il y a entre les courbes de passage à la télé et les résultats aux élections. Il suffit de monter les curseurs des challengers, vous les montez à 10, 15%, ça va donner l'impression de la pluralité. Et puis les deux partis qui ont la même politique de droite dure, qui s'appelle gauche et droite, mais en fait ils ont la même politique pour les industriels et les banquiers, les multinationales en fait. Ben, vous les mettez au curseur plus haut et ils vont être élus l'un ou l'autre, en fait, peu importe, ils vont faire la même politique. Alors évidemment, les gens sont gentils, ils croient les candidats au moment des campagnes électorales, et c'est notre gentillesse qui fait la déception après. Mais enfin, après 200 ans d'échec du suffrage universel, qui permet aux riches d'acheter le pouvoir politique, depuis qu'ils écrivent les constitutions, ces gens-là ont mis en place un système, d'abord censitaire, là au moins c'était clair, et ensuite universel quand ils sont aperçus. Tocqueville disait très tôt, donc début du 19e siècle, il disait « Je ne crains pas le suffrage universel, les gens voteront comme on leur dira ». Et ça fonctionne très bien. Donc, le fait de désigner des maîtres au lieu de voter des lois est une imposture politique. Nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, nous voterions nos lois. Nous-mêmes, un homme, une voix pour voter les lois, pas pour désigner des maîtres. Le fait de nous imposer de désigner des maîtres est une supercherie. Ça donne un résultat plutocratique avec les riches qui dirigent depuis 200 ans. Alors aujourd'hui, on arrive dans une crise parce que le capitalisme n'arrive pas à verser suffisamment de salaire pour vendre leur camelote. Alors effectivement, ils prétendent que le système est en crise comme si c'était un accident. Mais c'est pas du tout un accident. Les choses se passent comme d'habitude, avec une impuissance politique. Vous avez raison sur l'impuissance politique, mais cette impuissance politique, elle est programmée. Il y a un endroit où il est écrit que le peuple n'a aucune puissance. Ça s'appelle la Constitution. Le problème, c'est que tout le monde s'en fout. Nous nous foutons de la Constitution. C'est bien fait pour nous. C'est pas la faute des affreux qui dirigent, c'est notre faute à nous de pas écrire notre Constitution dans laquelle nous prévoirions notre puissance. Le référendum d'initiative populaire, les élections sans candidat ou les élections avec des primaires et avec l'impossibilité pour les condamnés de se représenter, etc. Notre impuissance tient à notre démission du processus constituant. Et tant qu'on bavarde sur ce que font les représentants politiques qui sont les représentants des riches, on passe à côté de la cause de nos problèmes. Donc il me semble qu'en recentrant en recentrant la réflexion sur la cause de nos problèmes, on arrive à trouver des solutions. Et à mon avis, votre raisonnement, qui est intéressant, pêche, à mon avis, de deux façons. La première, c'est de croire que les élus sont tous les mêmes et représentent les mêmes intérêts, ce qui est évidemment faux. Dites ça à un militant communiste et dites ça à un militant du Front National, s'ils sont les mêmes, vous verrez ce que vous entendrez. Demandez-leur s'ils ont les mêmes idéaux dans la vie, évidemment non. Demandez si depuis 2 siècles les gens ont défendu les mêmes combats entre Jaurès et Poincaré, évidemment non. Évidemment non. Donc votre raisonnement est absurde. Là où il est encore plus absurde, c'est quand vous poussez le raisonnement plus loin, ce que vous n'avez pas fait ce soir, mais ce que vous faites par ailleurs, c'est que vous arrivez au bout de votre raisonnement pour proposer que les représentants du peuple soient tirés au sort. Parce que c'est ça votre théorie. Les contrôleurs du peuple. Les contrôleurs soient tirés au sort. Oui, donc bien sûr. Ça indique l'absurdité de votre système. Si vous proposez que le président de la République soit tiré au sort toutes les semaines, ça montre le côté Elsa Popine de votre raisonnement. Non, le tirage au sort n'est pas celui des décideurs, il est des contrôleurs. Non, le tirage au sort, c'est un tirage au sort. Il n'y a pas. Alors là, on ne peut pas penser qu'il y a un manipulateur derrière le tirage au sort. Non, mais c'est à nous de décider qu'est-ce que nous allons tirer au sort. Et on va le faire pour éviter les conflits d'intérêts. On tire au sort ou on ne tire pas au sort? Est-ce que vous tirez au sort les élus du peuple? Oui, c'est ça votre raisonnement. Non, pas du tout. On n'est pas obligé de. C'est-à-dire que l'idée de l'élection permet l'élection désigne des maîtres parce qu'elle les désigne comme étant les meilleurs. Et ils se comportent ensuite comme des maîtres. Par définition, tout élu est un maître pour vous, d'où qu'il soit. Les maîtres aujourd'hui, manifestement. Par définition, non, votre raisonnement c'est tout élu est un maître ou tout maître est un élu?
Comment est votre raisonnement? Dans quel sens? Non, c'est ni dans un sens ni dans si, forcément dans un sens ou dans un autre. Votre raisonnement, c'est dès qu'une personne est élue, elle devient un maître. Non. Évidemment, puisqu'elle est élue pour gouverner. Non, dans le gouvernement représentatif actuel, les élus sont des maîtres. C'est eux qui évidemment, votent les puisqu'ils sont élus pour ça. Mais oui, mais voilà, mais c'était rien le problème. C'est la définition même du pouvoir représentatif. Non, mais les élus pourraient être désignés pour autre chose que voter les lois à notre place. Pour être élu, pour quoi faire? Sinon gouverner. Mais pour demander aux gens la démocratie représentative. Oui, mais la démocratie représentative, c'est justement un oxymore intenable. La démocratie représentative est un oxymore. Absolument, une contradiction dans les termes qui rend impossible la seule chose la qui convient, c'est le gouvernement d'un village par le village, ou alors au hasard, on tire au sort les gens qui gouvernent selon leur fantaisie toutes les semaines. Non, mais vous avez on peut parler sérieusement sur autre chose. Un gouvernement du village par le village, absolument. Attendez, je voudrais donner mon sentiment. Oxymore ou pas, voilà, je débat sur le tirage au sort. C'était la logique du sort raisonnement. Je ne vais pas évoquer ni le tirage au sort, ni un certain nombre de choses assez stratosphériques que je viens d'entendre. Je vais parler le plus concret possible. Il y a un discrédit de la politique, il ne tient pas aux gens. Je pense que les gens sont pas bêtes, ils voient ce qui se passe. Il ne faut pas les considérer comme tels. Il y a un discrédit de la politique parce que les gens, tout simplement, ont fait des choix politiques, de justice sociale. Ils ont souhaité une démarche qui n'est pas aujourd'hui celle qu'ils attendaient. Et il y a un désarroi, il y a des gens qui sont perdus par rapport à cela. En plus, ils ont le sentiment tellement fort que les politiques, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure à l'écran. C'est-à-dire une succession de petites phrases, de choses qui sont à milieu de leurs problèmes. Et je crois qu'il faut vraiment redonner confiance. Pour redonner confiance aujourd'hui aux gens, je crois qu'il faut partir de leur réalité. La réalité, c'est pas des schémas théoriques sur la façon dont on va avancer du point de vue démocratique. Encore, c'est très intéressant, mais c'est du concret. Le chômage, le pouvoir d'achat, la vie des gens, est-ce qu'on va augmenter les minima sociaux? Voilà les questions concrètes qui se posent les téléspectateurs. Oui, pardonnez-moi, Robert Rue, mais quand vous écrivez « les partis politiques vont mourir, ils ne le savent pas », vous annoncez la même chose qu'Étienne Chouard, même si vous ne voulez pas forcément la même société ensuite. Non, je pense que je crois vraiment à la représentation politique, mais je pense que telle qu'elle est aujourd'hui, effectivement, elle est dépassée. Elle ne correspond plus. Et les partis ont eu une fonction démocratique pendant un siècle et demi. Elle a été remplie. Aujourd'hui, on voit bien que c'est quoi les partis politiques? Ce sont des gens qui sont la plupart du temps enfermés, sortant de telle ou telle catégorie de grandes écoles, ils sont enfermés dans des consanguinités, ils s'élisent dans les baronnies, ils se désignent entre eux, ils se reproduisent entre eux. Mais les gens, ils sont à milieu de tout ça. Donc je pense, moi, qu'il faut vraiment changer les choses. Mais je veux avoir une réflexion politique sur la question que vous posiez dès le départ. Moi, j'ai soutenu François Hollande. Cela dit, je suis extrêmement critique à son égard. Il le sait, je lui dis. Mais le problème, ça ne suffit pas de lui dire. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? On peut avoir, j'aurais peut-être des désaccords avec Jacques Attali, mais je pense que la démarche de François Hollande, la démarche de son gouvernement, c'est ce qui fait aussi une partie de la désillusion et du rejet de la part des gens. C'est que ça apparaît pour une partie des gens qui l'ont élu. Il a été élu par les Français, mais par le peuple de gauche. Eh bien, il ne s'y retrouve pas. Il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas tenues ou qui sont unilatérales. Je regrette, moi, le cap qui est pris actuellement. Je souhaiterais je comprends la démarche d'offre, je comprends les équilibres à tenir, incontestablement, mais je pense qu'on est dans un tel état de défiance de la population et des gens les plus populaires. Il convient aujourd'hui de redonner du souffle social. Il faut faire un certain nombre de dépenses qui vont entraîner certainement des déséquilibres, mais assumons ces déséquilibres. L'essentiel qui est posé, c'est redonner confiance aux gens dans la politique. Et je ne pense pas que ce soit les partis politiques qui puissent le faire. Je crois davantage à des mouvements horizontaux, effectivement, différents. Mais je pense que le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de concret quand on prévoit de donner 50 milliards, de donner des aides publiques aux entreprises. Je suis d'accord. Je suis d'accord pour qu'on aide les entreprises. Mais vous ne pourrez pas faire accepter par les gens qu'on aide les entreprises s'il n'y a pas un minimum de contrôle. Moi, j'ai été maire pendant 32 ans, élu, représentatif, effectivement, j'avais des subventions pour construire des gymnases, il y avait 5, 10, 15 contrôles. Là, on annonce unilatéralement une aide sans le contrôle nécessaire, sans l'évaluation. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent public, de l'argent
C'est important. Voilà des choses qui font qu'il y a rupture, qu'il y a des amours de la politique, parce que les gens veulent concrètement savoir ce qu'on fait aujourd'hui. Ils sont prêts à s'engager, ils sont prêts à donner dans l'investissement plus fortement, mais à condition qu'ils sachent effectivement ce qu'on fait de l'argent public. Je pense qu'on est dans une situation extrêmement grave de ce point de vue. Oui, moi je pense qu'on a une crise du politique parce qu'on a de la politique partout, absolument partout. C'est-à-dire qu'on regarde le niveau des dépenses publiques au début du XXe siècle, c'est 10%. Aujourd'hui, on est pratiquement à 57%. Et si on regarde les domaines de gestion de notre vie, par exemple la gestion des risques, c'est super important, là, ce sentiment, vous savez, de contrôler nos vies. C'est gestion du risque santé, gestion du risque de retraite, d'invalidité, de trouver un travail, donc le chômage, etc. Et tout ça, c'est maintenant une gestion publique des risques. Vous avez plus aucun contrôle là-dessus. Et évidemment, ça a des impacts sur le coût de la protection sociale, etc. Et ça, on n'a absolument pas de débat là-dessus sur cet aspect-là des choses. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas avoir autre chose qu'une crise du politique à partir du moment où le politique est supposé résoudre tous les problèmes de notre vie quotidienne sur lesquels on n'a plus de prise, alors que, évidemment, c'est à nous de gérer les choses. Moi, j'ai envie de dire, mais revenons à Jean Jaurès. Revenons au Parti socialiste de Jean Jaurès qui, dans l'Humanité, en 1909, disait oui à la capitalisation pour les ouvriers, en montrant évidemment que c'était favorable à la classe ouvrière. Aujourd'hui, on a complètement oublié que, évidemment, il n'y avait pas d'opposition entre l'économique et le social, que les deux étaient intrinsèquement liés. On fait des oppositions permanentes, enfin des oppositions stupides permanentes entre les idées de gauche et l'économie, et ce qui marche en fait, ce qui fait que les gens vont créer de la richesse, etc. Donc là, vous êtes d'accord avec Manuel Valls? Parce qu'il dit beaucoup de choses. Donc non, mais là, dans les débats qui agitent aujourd'hui le Parti socialiste, quand Manuel Valls dit le seul cap, c'est le mien, et c'est une politique de gauche, oui, vous êtes d'accord avec lui? Et quand est-ce qu'il parle de la place de l'État dans notre société et de l'importance de laisser vivre et de laisser survivre toutes les autres institutions, des confédérations coopératives autogérées, aux associations, à la famille, évidemment, aux entreprises, etc. C'est justement ça, moi, que je reproche à la classe politique, peut-être, et peut-être à l'évolution actuelle. En tout cas, je pense que c'est une des raisons des blocages aujourd'hui. C'est que quand on attend trop d'une seule institution, à savoir l'État ou la puissance publique, elle ne peut évidemment pas délivrer ce qu'on en attend. Je veux dire, c'est une évidence. Les sociétés de secours mutuels au XIXe siècle, elles étaient capables de fournir de la santé, de la retraite, des allocations au chômage. En partie, c'était des bourgeonnements, hein, et tout a été supprimé au moment Parce qu'elles ont fait faillite. Non, oui. Ça c'est pas vrai. Et elles ont pas, non. Les a mises en faillite, hein, elles ont été expropriées pour une grande part. Oui, mais elles fonctionnaient très mal. C'est une expérience européenne. Non, il y a des ouvrages maintenant qui existent. Enfin bref. C'est très sympathique l'utopie de la délivrance de l'emprise de l'État, mais il ne faut pas oublier que cette emprise de l'État, elle est essentiellement sollicitée par la société qui a des problèmes de fonctionnement, qui fait appel à lui, qui fait appel à son financement, mais aussi à sa capacité d'encadrement. Alors, il y a sûrement des tas de problèmes de gestion, d'articulation intelligente entre la part du cadre que définit l'État et la part qui revient à la capacité de gestion indépendante des diverses institutions. Mais ne rêvons pas sur la solution miraculeuse que nous aurions simplement en faisant reculer l'État. Je crois que je fais allusion parce que vous avez fait un article qui a eu beaucoup de retentissement il y a quelques mois qui s'appelait « Débrouillez-vous ». Qui va devenir un livre dans 3 semaines. Voilà. Mais vous disiez qu'il fallait qu'on apprenne à ne se compter que sur soi-même. À compter surtout sur soi-même. À la fois parce que on peut être très déçu des politiques et donc il faut prendre conscience que d'abord c'est soi, qu'au lieu de quémander un emploi, autant le créer soi-même, qu'au lieu d'attendre que sa vie soit dictée par les autres, il faut mieux essayer de chercher au fond de soi-même pourquoi on est fait, qu'est-ce qu'on a envie de faire. On ne vit qu'une fois, au principe, et donc autant trouver la meilleure place dans le monde. Et ça, c'est pas l'État qui va nous la donner. Parce que si, en effet, on est dans cette posture où on attend tout de l'État, où on quémande de l'État, comme on le fait d'ailleurs plus en France que dans beaucoup d'autres pays, eh bien, on ne sera pas assez créatif pour faire une vie pleine, une vie autonome, une vie originale, une vie unique. Le rôle fondamental de l'État aujourd'hui devrait être de nous aider à nous trouver, à devenir nous-mêmes. C'est ça l'État moderne. L'État d'après-demain, c'est ça. C'est un État qui
avec tous les autres partenaires, dont le professeur est le principal, mais de ce point de vue, il a aussi failli. Il doit nous aider chacun d'entre nous à trouver ce que nous avons de personnel, de propre, d'original, pour réussir nous-mêmes sans plus tendre la main et attendre. Or, c'est d'autant plus vrai que les problèmes sont devenus tellement immenses, tellement planétaires, qu'à moins de devenir la Corée du Nord, qui est le seul modèle différent qui existe aujourd'hui, chacun est libre d'aller où il veut, les capitaux peuvent aller où ils veulent. Si on décide de faire un modèle totalement différent des autres, les capitaux s'en iront. Si on décide de faire un modèle social totalement différent, les gens s'en iront. Ils s'en vont, les capitaux et les gens, quand le modèle s'écarte trop. Donc, à l'intérieur de ce monde dans lequel l'État tel qu'il est n'a plus les moyens qu'il avait avant dans un monde fermé, de régler tous les problèmes des gens, de créer les conditions pour que chacun soit ce que j'appelle un réclamant résigné, ou plutôt un résigné réclamant. Résigné au monde comme il est, mais réclamant quand même quelque chose, parce qu'il est résigné, mais il réclame. Cet univers des résignés réclamants est, à mon avis, suicidaire. Et nous vivons, les politiques sont des représentants des résignés réclamants. Les politiques sont des représentants des résignés réclamants. Il faut que les professeurs d'abord, parce que c'est d'eux que ça dépend d'abord, les professeurs d'abord aident les gens à savoir véritablement ce à quoi à devenir eux-mêmes, à se trouver, à savoir comment ils vont réussir, ce pourquoi ils sont faits, en prenant vraiment conscience qu'on vit qu'une fois, et qu'il faut vraiment trouver ce pourquoi on est fait. Et je crois que c'est ça la grandeur de la politique du XXIe siècle, totalement différente de celle qu'on a fait au XIXe et au XXe. Mara Goyer. Déjà, avant de... L'État doit se lancer dans le développement personnel, en fait. Il doit aider les gens à ouvrir leur chakra. Oui, absolument. Voilà. Ah ouais, c'est super. Ça, c'est la solution. Absolument. On est sorti de l'affaire. Pas seulement. Il y a une petite... Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Et ne riez pas, parce que si vous étiez enseignant, vous sauriez que ce serait l'essentiel de votre métier. Et si vous ne le faisiez pas, eh bien vous échouez. Alors, Mara Goyer, qui est enseignante. Mara Goyer. Non, mais... Avant d'aider les élèves à se trouver, il faudrait déjà les trouver. Le problème de l'école, c'est le problème donc aussi de la politique, c'est la déconnexion totale entre, d'un côté, l'enseignement et les élèves. En fait, on fait cours orientés par deux pôles qui sont à peu près les mêmes que ceux des hommes politiques. Il y a le pôle lyrique. Alors, il y a Jules Ferry, le totem, le commandeur qui nous regarde et qui nous guinde. Il y a la morale laïque, les petits cadres dorés. Il y a je sais pas, l'autocanonification de l'enseignant qui est là, formidable dans sa tâche. Donc ça, c'est le pôle lyrique, qui est une coquille vide, parce qu'être enseignant, c'est pas être un saint, c'est pas être Gandhi, c'est être les mains dans le cambouis, à se dépatouiller pour essayer de faire cours de manière la plus efficace possible, avec la pluie qui tombe, les mouches qui tapent sur le carreau, un élève coincé dans son anorak et un taille-crayon enrayé. Et l'autre côté, l'autre pôle, et ça ressemble beaucoup aussi à la politique, il y a le pôle techno. Alors là, on adore les rythmes scolaires quand même. C'est là, on commence la 3e saison des Shadok ou du savant cosinus. Ce truc, il aurait dû durer 2 minutes, on n'aurait même pas dû en parler. Mais là, attention, la France déplace 3 heures de cours. C'est dingue, c'est délirant. Et tout le monde est à feu à sang, des maires mettent des cadenas, le préfet intervient. C'est fou. C'est complètement fou. Alors dans le pôle techno aussi, il y a le numérique. On est persuadé que ça va être la solution. Alors c'est très très bien le numérique, hein. Mais pendant que le professeur a mis donné en hussard noir et essaie de brancher un vidéoprojecteur, il y a 30 élèves qui attendent et qu'on s'intéresse peut-être à ce qu'ils sont, parce qu'on n'enseigne pas dans l'abstrait, on n'enseigne pas à n'importe qui, on n'enseigne pas à l'élève avec un grand E, on enseigne à des élèves de 2014, mais ça, on n'en tient jamais compte. La situation concrète des classes est ignorée et soigneusement. Et vous pensez que les hommes politiques ne tiennent pas compte des Français de 2014 ? Regardez François Hollande, en fait, il passe une partie de son temps à se prendre de la pluie sur la figure de façon churchillienne et à faire des anaphores, et après, il nous explique le pacte de responsabilité pendant 25 minutes, et il pense que la manière d'être proche des Français, c'est de faire de la pédagogie. Mais si faire de la pédagogie, c'est expliquer le pacte de responsabilité où, après, on a compris qu'on n'avait pas compris, c'est mal barré, oui. Marcel Gaucher. Je voudrais poser une question à Jacques Attali. Est-ce que vous avez l'impression qu'en disant l'État doit nous aider à nous trouver nous-mêmes, vous n'accroissez pas démesurément, en réalité, son emprise oui, j'ai pas sur dit le cadre de l'existence. J'ai pas dit que l'État doit nous aider, j'ai dit l'État... Et il va dépenser encore beaucoup plus. J'ai dit l'école doit nous aider. Mais enfin, derrière l'école, il y a l'État. Laissez-moi terminer. D'abord, l'école, c'est pas que l'État. L'État, aujourd'hui, a de moins en moins de pouvoir. Et ce sera comme ça dans l'avenir. Parce que le monde est ainsi fait.
sauf si nous sommes capables, ce que moi je prône, de faire un État à la taille du monde, c'est-à-dire un État européen. Parce que c'est le seul État qui peut être démocratique et à la taille du monde. Mais en attendant, ça viendra peut-être dans un siècle, ou ça viendra jamais. Et si ça vient jamais, on reviendra à un État Corée du Nord, comme certains ici peuvent le rêver. Mais oublions ça. Le rôle de l'État, à mon avis, et on le voit dans beaucoup de parties les plus avancées, les plus modernes, les plus prospectives du monde, c'est là où les gens sont aidés à se trouver. Il y a des milliers, des millions de cas où des gens, à travers le monde aujourd'hui, ont renoncé à attendre qu'on leur fournisse un job, mais le cherchent eux-mêmes. Ont renoncé à attendre qu'on leur dise « Vous êtes fait pour tel métier, prenez telle orientation, allez passer un BTS numéro 27. » « Oui, monsieur, je vais le faire. » Ils se choisissent eux-mêmes. Il faut que l'État, au moins, ne gêne pas ça. Il faut que l'État aide quelqu'un qui a envie d'être cinéaste, qui a envie d'être dessinateur, qui a envie d'être peintre, qui a envie d'être ouvrier, qui a envie d'être mécanicien, de trouver sa place dans la société. C'est tout, c'est fondamentalement ça. Et ça, c'est la fonction de l'école. L'État n'est qu'au service des gens. Chacun d'entre nous, on vit qu'une fois. L'État est à notre service pour nous aider à nous trouver, à vivre la meilleure vie possible. C'est ça la fonction de l'État. Mais ce n'est pas seulement la fonction de l'État, c'est d'abord la fonction de la première forme d'autorité qui est les parents, dont la fonction est d'aider les enfants, idéalement, si tant est que les parents exercent leur fonction, à se trouver, quitte à ce que leur façon de se trouver soit en rébellion contre les parents. De même, quitte à ce que la fonction des citoyens soit en rébellion contre l'État. Ce qui se manifeste quand les gens partent, ou quand ils font autre chose que son désir, ou qu'ils n'obéissent pas au modèle social. Et si vous regardez tous les gens qui sont en train à travers le monde, les centaines de millions, moi je le vois dans le métier de microfinance que vous avez cité, les millions, les centaines de millions de gens se disent « Moi je ne vais pas attendre qu'on me donne un job, je vais le créer. Je vais le créer. Je ne vais pas attendre qu'on m'en trouve un. Je ne vais pas simplement quémander un poste dans la fonction publique ou dans l'armée dans mon pays. Je vais le créer, mon job. Je vais le créer. Et en plus, accessoirement, je vais le créer dans quelque chose qui m'intéresse. » Donc, je ne serai même plus dans la revendication de la réduction de la durée de travail, parce que si mon travail m'intéresse, mais au contraire, je demande à travailler le plus possible, parce que ça me passionne. Beaucoup de gens autour de cette pièce-là ne sont pas dans la revendication de la réduction du travail, parce que ce qu'ils font les intéresse. Eh bien, moi, je rêve d'une société où tout le monde revendiquerait que la durée du travail soit la plus longue possible, parce qu'on y trouverait de l'intérêt. Et c'est ça, je crois, qu'une bonne société, c'est une société où chacun trouve le meilleur usage possible du temps, et ça exige de renverser radicalement la conception qu'on a de la politique aujourd'hui. Complètement. C'est ça qui est en train de surgir. Mais on ne le voit pas, mais des centaines de millions de gens sont en train de vivre comme ça, et c'est en train de balayer ce qu'on appelle la politique. Alexandre de Vitry et Étienne Chouard. Mais personne ne pourrait dire il faut empêcher que les gens s'épanouissent individuellement. Et quand vous donnez une définition négative de votre état du futur, je pense que tout le monde peut souscrire à cette idée que personne ne doit empêcher un individu. Mais néanmoins, vous développez aussi une part un peu positive dans votre discours. L'État doit accompagner, participer à. Mais est-ce que vous ne pensez pas que vous flirtez très dangereusement avec toutes les pires expériences étatiques de l'histoire où justement on est rentré dans l'épanouissement individuel? Non, pas du tout. Non, la conversation portait sur l'État. Donc j'ai dit l'État doit au moins pas gêner les gens. Je suis d'accord avec vous, il ne s'agit pas que l'État entre dans la vie privée à ce point-là, non. Comme la conversation était sur l'État, j'ai dit une bonne société, c'est une société dans laquelle chacun peut trouver ce à quoi il est fait et ce qu'il veut vivre de sa vie très rare et très courte. Et si l'État est à quelque chose, j'ai dit, il est au service, humblement, au service des gens pour les aider à trouver, parmi d'autres. La première forme d'autorité qui doit aider, bien avant l'État, ce sont les parents. La deuxième forme, ce sont les maîtres, les professeurs, les maîtres au bon sens du mot, les maîtres, les professeurs. Combien d'entre nous, autour de cette pièce, dans cette pièce, et qui nous regardent, ont eu leur vie transformée parce qu'ils ont rencontré quelqu'un, que ce soit un amour, que ce soit un prof, que ce soit une rencontre, un État. Qui les a... mais bien sûr, c'est pour ça que je dis pas un État. Ça, comme la conversation tournait autour de l'État, j'ai évoqué l'État. Mais l'État, ça n'est qu'une des dimensions parmi d'autres. Et dans l'État, oui, dans l'État, il y a des maîtres, il y a des médecins, il y a des tas de gens que vous pouvez rencontrer qui se trouvent représenter l'État, mais qui peuvent aussi humblement participer de cette mission-là. Étienne Chouard. Vous devez être d'accord avec la proposition du revenu de base, alors, ou du salaire à vie, qui permettrait à chacun d'exercer l'activité qui lui semble la meilleure pour lui, pour ses proches et pour la société, en l'affranchissant des travaux forcés qui, pour l'instant, par le chantage à la misère, à la pauvreté, obligent les gens à faire des travaux qu'ils n'aiment pas, ou qui sont dangereux, qui sont juste ennuyeux. Et aujourd'hui, les gens sont condamnés
aux travaux forcés par une espèce de chantage à la monnaie, à la misère. Et vous devez être d'accord avec cette idée du revenu de base qui permettrait aux gens de donner le meilleur le revenu de base, ça dépend à quel niveau on le fixe. Le revenu de base, ça existe. Un revenu suffisant pour ça existe depuis qu'on l'a fixé sous le nom de RMI. Ça existe. La seule question, c'est vous le faites. Voilà. Donc, c'est pas une question idéologique, c'est une question de montant. Alors, parlons montant. Voilà. Donc, il faudrait un revenu. Mais alors, le revenu de base, donc, ou le salaire à vie, permettrait de vivre dignement sans être obligé de travailler. C'est exactement le contraire. Le revenu de base, tel que vous le définissez là, c'est-à-dire, je vous garantis un revenu, vous êtes fonctionnaire de la société en général, ne pousse pas les gens à créer les conditions de se découvrir. Ça leur permet non, absolument pas. Regardez, c'est ce qui se passe avec la retraite, par exemple. Les retraités n'ont jamais été aussi actifs de leur vie et heureux. Enfin, ils sont libérés de l'emploi. Donc, vous voulez une société où tout le monde soit retraité. Ils sont libérés de l'emploi parce que justement, l'emploi, c'est l'enfer. Absolument. C'est intéressant. Compte tenu du bonheur. C'est un modèle social intéressant. Mais réfléchissez-y. Ouvrez-vous à des choses nouvelles. Je vais y réfléchir. Compte tenu du bonheur vécu par les retraités, je ne vois pas pourquoi on réserverait ça aux vieux. Je veux dire, pourquoi est-ce que toute la société ne serait pas retraitée? Ils sont heureux parce qu'ils sont enfin libérés de l'emploi. Pour pas qu'on parte uniquement dans ce débat-là et qu'on revienne à cette rentrée, je vous le rappelle, qui n'est pas catastrophique pour tout le monde. Et considéré néanmoins comme catastrophique, je vous propose, parce qu'après on se demande qu'est-ce qui va se passer après, hein, et on va écouter quelques réactions de nos politiques. Nous n'acceptons pas que la gauche ait toute espérance soit enterrée en même temps que François Hollande, le fossoyeur de la gauche et de nos projets pour l'avenir. On a connu la cohabitation gauche-droite, on connaît aujourd'hui une cohabitation au sein de la même majorité. C'est sans précédent sous la Ve République, sans précédent sous nos institutions. François Hollande est le fossoyeur de nos institutions. Pas remanier une nouvelle fois le gouvernement qui changera quoi que ce soit. On aura de nouveau la même politique de soumission à l'Union européenne, alors qu'il faudrait revenir au peuple par la dissolution de l'Assemblée nationale. La seule chose qui institutionnellement puisse se produire, c'est une dissolution de l'Assemblée nationale qui rebattra les cartes. Mais comme on a toujours les mêmes règles, on risque d'avoir des résultats qui seront eux-mêmes nuisibles. Je crois que la seule vraie fronde sociale et politique qu'il faut organiser en cette rentrée, c'est pour faire tomber le budget de l'austérité, faire tomber le pacte de responsabilité, ces 40 milliards d'euros supplémentaires qui vont être donnés aux mêmes. Ce qui est clair, c'est que, à l'UMP en tout cas, personne ne s'engagera dans un processus de cohabitation avec un président qui est si profondément affaibli et si profondément rejeté par les Françaises et les Français. Ils sont, au fond d'eux-mêmes, tellement persuadés de leur incapacité à faire autrement que François Hollande et Manuel Valls qu'ils préféreraient refuser de gouverner. Si le peuple nous donne à l'Assemblée nationale une majorité pour gouverner, eh bien nous gouvernerons. Il a déjà changé de gouvernement, donc maintenant il arrive au bout des outils institutionnels, donc il lui reste le référendum, il ne va pas faire un référendum parce que quelle que soit la question, les Français voteront non, parce qu'ils diront non au président de la République, et donc on voit bien que personne n'a intérêt à ce que Valls échoue dans le pays, c'est mon sentiment. Alors c'est vrai que François Hollande est à l'Élysée encore pour 3 ans, au minimum, et on a l'impression que personne n'imagine que ça puisse durer encore comme ça pendant 3 ans. Est-ce que c'est votre cas, Marcel Gauchet? Il y a une assemblée, elle est élue elle aussi encore pour 3 ans. Le scénario dans lequel nous sommes quand nous parlons de crise politique, ce n'est pas un scénario de contestation directe et violente des institutions. Absolument pas. Je crois qu'en effet, François Hollande, vraisemblablement, restera à l'Élysée jusqu'au bout de son mandat, sauf catastrophe pour de bon, nouvelle crise économique très grave, comme du type de celle qu'on a connue. Là, on entre dans l'inconnu complet. Donc là, il rêve un peu. Tous ces politiques qui pensent qu'il y aura des cohabitations, des élections. Non, mais ne le souhaite pas, comme il a été très justement dit. À part Jean-Pierre Raffarin. Non, mais personne ne le souhaite. La gauche ne veut pas gouverner. La gauche ne veut plus gouverner, sauf ceux qui sont au gouvernement, parce que quand la gauche gouverne, elle se rend compte qu'elle perd toutes les élections locales. Or, les milliers d'élus, en particulier pour les prochaines élections régionales, rêveraient que le pouvoir passe à droite, parce que ça leur permettrait de conserver leurs postes régionaux. Donc, la gauche ne veut pas gouverner, sauf celle qui gouverne. En fait, s'il y avait une cohabitation de droite, ce serait la meilleure chance pour François Hollande d'être réélu à la présidence de la République. Non, ce serait la meilleure chance pour les élus de gauche de conserver leurs postes régionaux et municipaux. Et la droite ne veut pas gouverner, parce qu'elle préfère que la gauche fasse le sale boulot qu'elle n'a pas pu faire, ou pas voulu faire, ou pas osé faire pendant les 20 ans où elle a gaspillé tous les pouvoirs
pendant que la droite est au pouvoir. Il n'y a, c'est vrai, que le Front National qui veut gouverner, et c'est pour ça que je crains beaucoup la victoire de Marine Le Pen. Je crois que la victoire de Marine Le Pen est parfaitement probable, parfaitement possible, parce qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, elle est la seule qui veut gouverner. Et les Français, ça ne suffit pas. Mais les Français, faut pouvoir gouverner plausiblement. Les Français adorent donner le pouvoir à ceux qu'ils veulent. Oui, ce qui est normal. Et si on ne retrouve pas, à gauche comme à droite, un désir de gouverner, c'est-à-dire un projet qui justifie la raison de gouverner. Pourquoi gouverner si on n'a pas de projet? Si à gauche et à droite, on ne retrouve pas un projet, une ambition, quelque chose qui vous donne du sens, moi je crois que Marine Le Pen sera élue. Le processus auquel nous avons affaire, c'est une décomposition douce. Nous nous enfonçons et nous n'imaginons pas d'horizon qui nous permettrait de nous extraire de cette situation de chômage, par exemple. Questionner les gens, ils pensent qu'il y aura 1 million, 1,5 million, 2 millions de chômeurs de plus dans 3 ans, en 2017. Parce que où sont les ressorts qui nous permettraient d'échapper à cette érosion du tissu économique français dans les conditions, notamment européennes, dans le cadre de l'économie internationale où nous vivons. Parce que c'est ça, au passage, que Jacques Attali omettait tout à l'heure dans le tableau enchanteur d'un monde où chacun décide de son destin. Comment n'y pas souscrire? Mais qu'est-ce que c'est que l'économie internationale aujourd'hui? C'est pas vraiment le cadre qui permet... Pas du tout vrai. Qui permet de s'épanouir individuellement. Absolument pas. C'est l'univers dominé par les multinationales. Pas du tout vrai. Dans les centaines de millions de gens auxquels je pense et que je côtoie quand je travaille là où je travaille, il y a des centaines de millions de gens qui sont dans des milieux extraordinairement modestes et qui décident de se trouver, de se chercher et qui n'en ont rien à faire du reste du monde. Parce que personne ne s'intéresse à eux pour de bon. S'ils ne se débrouillent pas tout seuls, ils sont morts, voilà. Ça on est bien d'accord. Voilà. Mais... Et ils se trouvent. Et souvent, très souvent, ils trouvent. Mais c'est pas eux qui font la loi. C'est pas eux qui font la loi dans un monde impitoyable, dominé par des forces gigantesques. Peu importe, ils font leur vie, c'est quand même plus important. Oui, c'est important. Mais voilà. Donc nous sommes, c'est cet étau où nous sommes enfermés dans des pays très riches par ailleurs, ce qui amortit le choc et ne donne pas une impression dramatique. Nous n'avons plus affaire aux damnés de la terre de l'international. Ça explique beaucoup de choses dans le climat relativement apaisé de nos sociétés, mais il y a une angoisse collective devant un avenir qui ne peut s'annoncer que pire que le moment où nous sommes, et sans que nous ayons une prise pour le modifier en quoi que ce soit. Pourtant, les paramètres nous échappent. C'est quand même étonnant de se plaindre du chômage alors que le cadre de l'Union européenne nous condamne au chômage. Le fait de nous imposer une banque centrale indépendante dont la lutte unique est contre l'inflation. Quand on se bat contre l'inflation, on le paye en chômage. Il n'y a pas. Tous les banquiers du monde le savent. Mais c'est le contraire. Mais c'est le contraire. C'est écrit dans les statuts, tant dans la Banque centrale américaine que dans les statuts de la Banque centrale européenne. Elle se bat juste contre l'inflation. Absolument pas. Si vous aviez lu son statut, vous sauriez que la mission de la Banque centrale européenne, c'est de lutter contre l'inflation et pour la croissance. Pas du tout. Ça, vous confondez avec l'américaine. Non, monsieur, vous n'avez pas lu les statuts. C'est une blague. Dans les statuts de la Banque centrale, vous n'avez pas de quoi vérifier, là. Je vous renvoie aux statuts. C'est extravagant. Les statuts de la Banque centrale européenne prévoient clairement que la mission de la Banque centrale est de lutter contre l'inflation dans le cadre du préambule du même traité qui définit la Banque centrale, qui lui-même donne comme mission de lutter contre le chômage et pour la croissance. C'est écrit noir sur blanc. Absolument pas. Eh bien, vous n'avez pas fait. On doit faire en ce moment même du fact-checking. Non, mais attendez, on va ajouter des choses. Il suffit, pour être encore plus concret, écoutez le discours qu'a prononcé M. Draghi, l'actuel gouverneur de la Banque centrale, il y a 2 jours, et le même discours qu'il a prononcé 8 jours avant aux États-Unis, dans lequel il a dit il est essentiel de lutter contre le chômage. C'est fondamental. Mais là, il discute, mais sa règle, c'est de se battre contre l'inflation. Non, absolument pas. Il a dit exactement le contraire hier. Vous connaissez il a dit exactement le contraire avant-hier. Il a dit l'inflation est trop basse. Mais il a dit. Mais sa mission unique. Non, absolument pas. Il a dit exactement le contraire. La règle, c'est de se battre contre l'inflation, mais Mario Draghi, qui est quand même pas un bourricot, a bien compris que la situation était très grave. Et donc, il est comme au-delà du fait qu'il est un banquier, on lui a donné suffisamment de pouvoir pour qu'il devienne, lui, un véritable homme politique, il fait des choix. Qui sont conformes au traité. Il fait des choix audacieux. Mais à un moment donné, il va probablement se retrouver confronté à l'Allemagne, qui, elle aussi, a le désir de maîtriser son destin. C'est un des derniers pays qui a un peu, en Europe,
auquel il reste une volonté de maîtriser son destin, et ces deux-là, Merkel et Draghi, risquent à un moment ou à un autre de s'affronter. Eh bien, je vous donne rendez-vous dans centrale... un an, et dans un an, l'Allemagne sera ralliée. Dans un an, l'Allemagne sera ralliée à une position de Draghi et de l'Union européenne, qui est d'une position de croissance et d'aller vers beaucoup plus d'inflation. Évidemment, elle ira vers ça. Dans un an, elle ira vers ça. Parce que l'Allemagne a compris. Écoutez, moi je prends le rendez-vous. L'Allemagne a compris qu'elle était l'homme malade. Les chiffres qui vont sortir vont montrer que l'Allemagne va très mal, que sa croissance est très basse, qu'elle est très menacée. Et l'Allemagne va rejoindre le consensus entre la France, l'Italie et la Banque centrale en faveur de la croissance et de lutter contre une inflation trop basse. Mais voilà quelqu'un qui est optimiste, en tout cas. Absolument. Jacques Attali. C'est-à-dire que les orages sont si terribles que la peur va faire prendre des bonnes décisions. Je reviens à la question que vous avez posée d'emblée, et la suite du film où on voit une sorte de tourbillon inéluctable avec l'échec définitif de François Hollande. On se demande s'il n'est pas ramassé à la petite cuillère tout de suite. Là, on voit bien. D'ailleurs, c'était pas un film, hein, c'était des non, mais une succession, certes, mais bon, moi, j'ai dit ce que je pensais de la politique qui menait en ce moment et mon désaccord. En même temps, effectivement, il y a 3 ans, encore lié à la Constitution actuelle, qui fait qu'il est en place et qu'il entend certainement y rester. Et moi, je ne m'inscris pas dans la démarche d'un certain nombre de ceux qui, depuis le début, même à gauche, veulent sa chute. Hein. Je ne me retrouve pas dans cette démarche. Je pense qu'il faut infléchir sa politique. Je pense qu'il n'est pas trop tard. Je pense qu'on peut encore redresser un certain nombre de choses. Et je pense effectivement que... Alors je vois bien la droite qui piétine d'impatience. Je vois bien Marine Le Pen qui se trouve avec effectivement un certain nombre de bons sondages dans les starting blocks. Mais quel moyen a-t-on d'empêcher cela? Je crois que c'est dans l'immédiat de prendre un cap qui puisse avoir l'appui du peuple, l'appui des gens, à partir des questions de justice sociale. Je ne rêve pas. Il est possible de faire quelque chose. Je suis effaré de cette boulimie de départ de Hollande. Voilà, mais pas je sérieux. vous rappelle, Robert, pas que aussi bien François Hollande que Manuel Valls ont dit qu'il ne pouvait pas changer de cap, qu'il n'y avait pas d'autre politique moi, je pense possible. le contraire. Je pense le contraire. Parce que s'ils ne changent pas de cap, ils ne tiennent pas compte de l'électorat qui les a élus. Or, c'est cet électorat-là qui peut les sauver. Et à partir de là, je pense qu'on peut infléchir. Moi, je ne suis pas un frondeur du Parti socialiste. Je suis en dehors. Je ne suis pas social-démocrate. J'ai pas envie de le devenir. Mais ce que je vois bien, c'est qu'effectivement, il peut y avoir une inflexion. Il n'y a pas que cette politique de l'offre systématique. Il peut y avoir des inflexions. Et ça, François Hollande doit les prendre. C'est sa chance. C'est sa chance. S'il ne fait pas ça, eh bien, effectivement, on va à la situation catastrophique qui est annoncée. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui enterrent tout le monde. Je suis optimiste aussi. Je crois qu'on peut encore changer les choses. Mais il faut faire confiance aux gens qui ont élu François Hollande pour qu'il prenne en compte ensuite lui-même ce sur quoi il s'est engagé. C'est ça la question majeure. Tenir ses engagements. C'est ce qui tue la politique, ne pas tenir ses engagements. Cécile Philippe. Oui, non, mais je pense que Hollande a toutes les chances d'être réélu s'il arrive à inverser la courbe du chômage. Et inverser la courbe du chômage, ça veut dire inverser toutes les politiques qui ont été faites depuis une quarantaine d'années. Et je reviens à aider, c'est éviter d'empêcher, parce qu'avant d'aller regarder ce que fait l'Union européenne, je trouve qu'il faudrait qu'on regarde ce qu'on fait en France, c'est-à-dire que nous, notre marché du travail, il est classé 107e par le Forum économique mondial, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit, c'est parce que nous, on cumule tous les handicaps, le SMIC le plus élevé, les charges sociales les plus élevées, la durée légale qui est extrêmement réglementée. Vous avez à côté de ça des tas d'aides, vous avez le monopole de l'assurance chômage, etc. Mais on a on a un carcan. Quand je vous entends dire oui, créons nos jobs. Mais moi j'ai créé mes jobs, mais je me retrouve à la fois dans le rôle de l'employeur et du salarié, et je vis cet écartèlement permanent d'être du côté employeur et de voir le montant colossal que je paye, et d'être du côté salarié et de voir finalement il m'en reste pas grand-chose. Au bout du compte, la France est un des pays qui paye le mieux ses salariés, et le salarié est celui qui en récupère le moins pratiquement avec la Belgique. Donc on a cette situation mais absolument comment les cotisations, c'est du salaire, hein, c'est du salaire. Oui, mais pas que du salaire, non, parce que c'est vrai, il y a des prestations qui viennent en échange, mais c'est pas un choix. De toute façon, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous ne choisissez pas exactement ce que vous voulez. D'ailleurs, il y a des gens qui trouvent que finalement ça coûte bien trop cher et ils préfèrent finalement ne pas rejoindre le marché du travail, etc. Donc non, c'est pas une solution. Moi, je pense au Danemark. Le Danemark, c'est 2% de charges sociales et un marché du travail qui fonctionne super bien. Donc ce que je veux dire, c'est qu'en France, si
on ne résout pas ce problème-là, quel que soit l'homme politique, et qu'on continue. Alain Duhamel, il y a 20 ans déjà, disait les peurs françaises, et c'était le chômage. Donc ça fait des années et des années que le chômage absolument ruine le moral des Français. Donc Hollande résout le problème du chômage en inversant 30 ans de politique publique et en permettant aux gens d'embaucher, de débaucher et de simplement signer des contrats de travail. Pas simplement la Constitution, hein. Le contrat de travail aussi, parce que le contrat de travail, on n'a pas prise dessus. Pratiquement aucune des clauses sur le contrat de travail peuvent être décidées par ceux qui signent le contrat en question. C'est quand même hallucinant. Puisqu'on parle de rentrée, on pourrait parler de la rentrée scolaire. Parce que le principal cause profonde du chômage en France, je reconnais qu'il y a beaucoup de problèmes liés au marché du travail, au blocage de toute nature, etc. Mais la principale cause du chômage en France, c'est la non-qualification des gens. C'est le fait qu'il y a 150 000 personnes qui sortent de l'école sans savoir lire et écrire. Et ça s'ajoute tous les ans. 80% des chômeurs, 70% des chômeurs, entre 70 et 80% des chômeurs, sont des gens qui ne sont pas formés ou qui ont eu des emplois qui correspondaient à des emplois non formés. Les gens qui sont formés ne sont pas chômeurs, jamais, presque jamais. Ou en tout cas, quand ils le sont, c'est bref, ils retrouvent un travail. Donc, le drame de la société française, c'est l'échec immense de nos systèmes de formation. Immense. J'entends principalement l'enseignement, l'école primaire et l'école secondaire. C'est pas la faute des professeurs, sans aucun doute, ils y ont leur rôle certainement aussi, mais en tout cas, le système a échoué. C'est certainement la faute d'un système de formation permanente qui échoue. Je le disais tout à l'heure, on gaspille 32 milliards à rien. En Allemagne, il y a 2000 centres de formation permanente. En France, il y a 60 000 centres de formation permanente. C'est un gaspillage fou avec ces 32 milliards, dont pratiquement pas un sou n'est utilisé à former les chômeurs, alors que c'est eux qu'il faut former en priorité. En Allemagne, on utilise le tiers de l'argent de la formation permanente pour former le chômeur. En France, on utilise 2% de l'argent de la formation permanente pour former les chômeurs. Pourquoi? Parce que les syndicats et le patronat sont tout à fait d'accord, les chômeurs, ça ne les intéresse pas. C'est pas dans la circonscription électorale. Donc les chômeurs, ça n'intéresse personne. Donc c'est ça qu'il faut changer profondément. Pourquoi est-ce que l'école ne s'est jamais intéressée à la formation permanente? Pourquoi est-ce que l'université ne fait pas de la formation permanente et la laisse à des boîtes à bac ou des entreprises plus ou moins de qualité pour certaines, douteuses, beaucoup plus que douteuses pour beaucoup d'autres? Il y a là d'immenses gaspillages. Et puisqu'on parle de rentrée, pour moi la rentrée la plus catastrophique, c'est la rentrée de l'école et la rentrée de la formation. Margoyer. La rentrée scolaire, oui, c'est vrai qu'elle est bizarre. Donc j'ai déjà parlé des rythmes scolaires et là vraiment Philippe Muret nous manque. Il aurait fait quelque chose de merveilleux sur ces 3 heures déplacées, sur les activités périscolaires. La rentrée est étrange parce qu'on a un nouveau ministre qui rentre en même temps que nous. Et ce que je trouve en plus encore plus étrange, c'est qu'on a un ministre qui subit des attaques inouïes de la part, on a vu les unes de Valeurs Actuelles ou de Minutes, et que personne ne réagisse vraiment. Enfin, on n'imagine pas ça dans les années 80. Hein. Tout le monde serait dans la rue s'il y avait des unes comme ça et des attaques de ce type contre un ministre de la République, contre le ministre de l'Éducation nationale. Donc moi, la justice va être saisie, j'espère d'ailleurs. Oui, mais il y a la justice, mais il y a aussi quand même une inertie, je trouve, dans le pays. C'est inouï, ces attaques. C'est la même chose l'année dernière, donc les gens n'ont oui, un peu assez, on s'habitue, on se mitridatise, c'est scandaleux. Je trouve que il y a un atermoiement devant cette situation. Alors la rentrée scolaire est catastrophique, pas pire que... 150 000 personnes sortent de l'école sans savoir lire et mais écrire. alors là, justement, j'ai écrit un livre pour montrer qu'il y a des solutions. Il y a des solutions, mais le problème, c'est que les solutions qui sont proposées en général ne tiennent pas compte des élèves. On préfère faire des IRM aux élèves plutôt que de leur demander comment ils peuvent apprendre, quelles sont leurs représentations, quels sont leurs mondes. Et on a un travail qui n'est pas non plus immense, enfin incroyable à faire, mais c'est juste un changement de mentalité. Il faut que le professeur tienne compte quand il fait son cours, qu'il fasse son cours sans le raboter ni les vanter ni rien. Il faut qu'il fasse un vrai cours, mais pour faire ce cours, il faut qu'il tienne compte des représentations qu'ont les élèves. On n'a pas devant nous des abstractions dans un climat chimiquement pur. Et tant qu'on n'aura pas fait ce travail de création des maillons intermédiaires entre l'école, l'enseignement, le savoir et les élèves, on n'y arrivera pas. Enfin, on construit sur du sable. Pour les parents aussi, vaste... Oui. Vous allez plus loin dans votre livre, vous dites que le monde a beaucoup changé et qu'on dirait que l'école, en tout cas que les professeurs, n'en tiennent absolument pas compte. Ouais, on fait cours à peu près, on met du numérique pour faire joli, mais on fait cours à peu près comme il y a 50 ans. Et le problème, c'est parfois, d'accord, oui, des lubies pédagogiques complètement débiles, les maths modernes, la grammaire du discours, d'accord, c'est complètement débile et ça a été préjudiciable à l'école. Mais l'autre vrai problème, c'est qu'on a accueilli quantité d'élèves nouveaux de milieux différents
et qu'on a eu la muflerie de ne pas en tenir compte. Et c'est ça le problème. Donc, moi, vraiment, je pense que d'abord, il faut faire un état des lieux de ce qui se passe dans les classes et à partir de cet état des lieux, en tout cas, c'est ce que je tente de faire, tirer des conclusions en termes de formation des maîtres. Mais justement, il y a beaucoup d'expériences qui fonctionnent aujourd'hui, justement, de profs qui se débrouillent, qui se prennent en main eux-mêmes et qui, au lieu d'attendre que l'école change, la changent eux-mêmes. Je pourrais vous citer des dizaines d'exemples que vous connaissez, où il y a des profs qui disent, écoutez, moi j'en ai assez, je ne suis pas les programmes, je sais maintenant que ce qui marche, c'est quand moi je parle directement avec les parents de mes élèves, je parle avec eux, je leur envoie des SMS tous les soirs. Mais c'est pas normal de ne pas suivre les programmes. Non, mais attendez, j'envoie, c'est ça. C'est comme ça que ça va changer. Le pays ne changera que si on sort de l'étouffement, que si on libère les choses, que si on expérimente. Je peux vous citer plein d'exemples de jeunes professeurs qui décident de faire ça et qui ont eu, par exemple, cette année, des résultats au bac de 100% alors qu'ils venaient de 60%. Simplement parce qu'ils ont décidé de se débrouiller eux-mêmes, de se prendre en main, de faire que le métier soit une réussite. Et pour ça, ils ont compris que la meilleure façon, c'était d'intéresser les parents des élèves, de faire en sorte de parler avec les parents. Mais les relations avec les parents, ça c'est vrai, c'est sont fondamental. aberrantes. On se croirait des parents divorcés, les parents et les profs. On est là de part et d'autre. Au lieu d'attendre qu'une nouvelle circulaire vous dise comment parler aux parents, parlez aux parents. Oui, faites-le vous-même. Je vous interroge juste pour pas faire un débat sur l'école, pas de débat sur l'école. Très court. Moi, je suis très attentif à ce que j'entends là, et il y a effectivement une profonde modification à apporter au système éducatif. On le voit bien. Effectivement, il est défaillant. Et vous m'avez entendu être sévère par rapport au gouvernement. Il reste qu'il y a eu des dizaines de milliers d'emplois supprimés à l'éducation nationale dans le quinquennat précédent. Accordez-moi au moins, et je suis pas tendre avec le gouvernement, mais accordez-moi au moins que là, il y a un effort important qui est fait. Bon, avec des difficultés d'ailleurs, parce que on trouve peu de gens formés encore au niveau où il le faudra, mais il reste que... Mais des peuples, pourquoi faire si on fait toujours pareil sur le quantitatif? Je vous arrête, on revienne à... Sur le quantitatif, ça existe aussi. Et quand on a un peu moins d'élèves en classe et un peu plus de professeurs, ça marche quand même mieux de façon générale. Pour faire toujours la même chose, ça sert un peu, mais pas tant que ça. Revenons, si vous voulez bien, à la rentrée catastrophique dont nous parlons depuis le début de cette émission, mais qui n'est pas la rentrée scolaire. Là, je pensais à la rentrée générale. Juste un dernier mot avant de se séparer. Vous êtes très pessimiste pour les semaines, les mois qui viennent, Étienne Chouard? Non, moi je suis pessimiste, oui, parce que je vois la guerre qui approche, mais ce que je vis dans les ateliers constituants, parce que les gens sont en train de prendre les problèmes à la racine et de reconstruire leur puissance politique. En écrivant une nouvelle constitution? Nous nous entraînons à écrire, non pas la constitution, mais à écrire notre constitution, notre contrat social. Nous nous entraînons à instituer nous-mêmes notre puissance. On a compris qu'il fallait arrêter d'élire l'Assemblée constituante. Il ne faut plus que les constitutions soient écrites par les professionnels de la politique. Il faut que ce soit nous-mêmes qui écrivions les règles de contrôle des acteurs politiques. L'impuissance dont vous parliez tout à l'heure, Monsieur Gaucher, elle est écrite dans la Constitution parce que nous avons renoncé à l'écrire. Et ce que nous faisons, et on n'attend rien des élus, bien sûr, c'est pas eux qui vont nous aider, mais ce que nous faisons par éducation populaire, nous apprenons, nous nous entraînons à écrire nous-mêmes. Et ça donne un espoir important, un espoir... Très vite, en deux mots, Coralie Delhomme. Oui, moi je suis très pessimiste parce que je ne pense pas du tout que les solutions se résident au niveau individuel ou du micro-local ou de s'épanouir ou de créer des phalanstères. Ça, c'est inviter les gens à continuer à se désintéresser de la politique. Je pense au contraire qu'il faut que la France retrouve une part importante de sa souveraineté, quitte à faire exploser les cadres qui nous empêchent d'être pleinement souverains, parce que la souveraineté, c'est la condition même de la démocratie. Alexandre de Vitry. Pour finir, une remarque sur une autre rentrée, mais à mon avis, c'est symptomatique d'un même phénomène. C'est dans la rentrée littéraire, le fait que Emmanuel Carrère soit pas sur la liste du Goncourt est la preuve d'une sorte de déconnexion de la réalité, parce qu'il y a une évidence de l'importance dans l'histoire littéraire de ce livre qui reprend le fil d'un travail mené par Renan. C'est clairement important, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Emmanuel Carrère. Et ce jury, par inertie, parce qu'ils n'aiment pas trop Carrère, parce qu'ils savaient qu'ils allaient
nommer un tel ou un tel, eh bien, reste sur une espèce de roue de hamster qui tourne sur elle-même, exactement comme les hommes politiques qu'on a entendus dans les petits reportages qu'on a vus. Alors ça a l'air de n'avoir rien à voir, de pas du tout connecté, mais à mon avis, c'est le symptôme d'un... Donc il faut être très pessimiste. Parce Alors, que dernière question à Marcel Gauchet. Vous avez été invité, Marcel Gauchet, à prononcer la conférence inaugurale du 17e, je crois, rendez-vous de l'histoire à Blois du 9 au 12 octobre. C'est sur le thème des rebelles. Or, un écrivain, Édouard Louis, et un philosophe, Geoffroy de la Gasnerie, ont appelé à boycotter les rendez-vous de Blois à cause de votre présence. Un rebelle, ont-ils dit, est forcément progressiste, et vous, il vous accuse d'être un militant réactionnaire, de tenir des discours inacceptables. Tout ça a provoqué un tollé, d'ailleurs, mais vous n'avez pas réagi. C'est un acte d'accusation délirant. Qu'est-ce que vous voulez répondre à un délire? Derrière toutes les imputations qui m'étaient faites, vous n'avez pas une citation renvoyant à un propos que j'aurais tenu, et ceux qui m'étaient attribués ne sont pas de moi. Comble du comble. Et y a-t-il lieu de répondre et d'ajouter du dérisoire à de l'imbécile? Donc vous prononcerez bien la conférence inaugurale des rendez-vous de Blois. Sauf si on en empêche. Très bien. Dernier mot, Robert oui, sur le pessimisme. Moi, je suis optimiste par nature, hein, un peu comme Gramsci l'exprimait. Mais pourtant, mais voilà, il y a une chose qu'on n'a pas pu évoquer ce soir, c'est tout à fait normal. Ce qui m'inquiète énormément, ce sont des drames qui sont autour de nous, dans le monde, en train de grandir. Je pense à l'Irak, je pense à la Libye, je pense aux otages au Libéria, je pense à ce qui se passe en Europe, je pense à toute une série de choses qui font le virus Ebola. Voilà des choses qui sont de nature aussi à rendre inquiet sur le monde et sur lesquels il faut se mobiliser. Je crois qu'on ne peut pas l'oublier aujourd'hui. C'est fondamental aussi. Il y a bien nos affaires françaises, mais il y a ces grands problèmes internationaux qui doivent être pris à bras-le-corps et ce sont de véritables drames. Un dernier mot, Jacques Attali ? Pour moi, j'ai toujours pensé que le pessimisme était la condition de l'optimisme. C'est-à-dire qu'il faut être pessimiste pour savoir qu'il y a des dangers, et c'est comme ça qu'on réussit à être optimiste. Je vous remercie tous les 8 d'avoir participé à cette émission. On se quitte en musique avec Georges Ezra. Il est anglais, il a 21 ans. Le clip de sa chanson Budapest, que nous allons entendre dans un instant, a été vu plus de 10 millions de fois sur Internet. C'est la première fois qu'il est en live à la télévision française. Il nous interprète Budapest en solo en attendant la sortie de son premier album le 22 septembre. Georges, c'est à vous. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you. Ooh, I'd divido. My acres of a land I have achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, I'd divido. I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. And baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run to you. Ooh, I'd leave it all. Over you. Ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. And give me one good reason why I should never make a change. And baby, if you owe me, then all of this will go away. My friends and family, they don't understand.
They fear they'll lose so much if you take my hand, but for you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, I'd lose it all. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you. Ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, I'd leave it